Bonjour, vous m'avez demandé de faire un point sur les structures causatives. Alors, je vais me contenter de vous expliquer ce qu'est une structure causative pour que vous sachiez les reconnaître. En revanche, si vous voulez savoir les analyser en détail, ce ne sera pas possible pour moi de vous expliquer cela en 5-10 minutes, d'autant que, comme le CAPES approche, j'ai reçu de nombreuses demandes de petits points à faire sur plusieurs questions. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui et pendant le week-end pour que vous puissiez regarder les vidéos à temps pour le concours la semaine prochaine. Donc, petit point simplement sur les structures causatives pour que vous sachiez les reconnaître. Et si vous voulez en savoir plus, je me permets à nouveau de vous renvoyer à mon ouvrage Linguistique énonciative qui est paru aux presses universitaires de Rennes. Vous avez un chapitre 32 qui est entièrement consacré à l'étude des structures causatives et qui vous permet de vraiment les décrire en détail. Simplement, aujourd'hui, comment reconnaître une structure causative? Eh bien, ce qu'il faut retenir, principalement, notamment pour le CAPES, et c'est pour cela d'ailleurs que cela risque de tomber un jour au CAPES, je pense, c'est que les structures causatives, elles existent en français et en anglais, mais en français, la principale structure causative, c'est faire quelque chose à quelqu'un. Or, vous le savez, l'expression faire quelque chose à quelqu'un connaît plusieurs traductions en anglais. Donc, on risque un jour de vous souligner dans un texte du CAPES l'expression faire quelque chose à quelqu'un et vous aurez à expliquer pourquoi vous avez préféré traduire cette expression soit par to cause somebody to do something, to make somebody do something, to get somebody to do something, to have somebody do something, to have something done éventuellement, ou si vous voulez insister sur le fait qu'on l'a fait faire en utilisant un petit peu de violence, to force somebody to do something. Toutes ces structures que je viens d'utiliser en anglais sont des structures causatives. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement aux structures résultatives, les structures causatives sont attachées à un verbe dont le sémantisme est causatif. Pas toujours. On peut avoir d'autres emplois pour make, pour get, pour have, mais make, get, have, cause et aussi force sont les principaux verbes que vous allez rencontrer dans les structures dites causatives, ce qui en facilite l'identification. Alors faites attention, pour have par exemple, il y a des cas où vous allez avoir des structures qui ressemblent à des structures causatives mais qui n'en sont pas. Donc il faut bien vérifier quand vous avez have que le sujet du verbe est à l'origine de l'action qui est décrite après le verbe have. Alors, je vais prendre un exemple avec make, qui est le causateur que nous utilisons le plus fréquemment en anglais. Si je dis par exemple, The children made my dogs bark. Cela traduit, les enfants ont fait aboyer mes chiens. The children, c'est le sujet du verbe make. Vous avez une première relation prédicative qui est the children / make something. Première relation prédicative. Et ce something, qui est complément d'objet direct de make, c'est en fait la deuxième relation prédicative. C'est my dogs / bark. Donc, on va dire que the children sont ce qu'on appelle le causateur et que sans leur intervention, par des cris, par des actions qui ont énervé les chiens, sans l'intervention de ce causateur que sont les enfants, the children, eh bien, l'événement my dogs bark n'aurait pas existé. Donc, ce sont the children qui déclenchent la validation de la relation prédicative my dogs bark. My dogs va être considéré comme ce qu'on appelle le causativé, c'est-à-dire celui qui fait l'action de bark,
mais qui fait cette action parce que the children a exercé d'une façon ou d'une autre une pression sur my dogs pour que my dogs valide la relation prédicative my dogs bark. Donc, toute structure causative implique deux relations prédicatives qu'il vous faut identifier. Et il vous faut aussi toujours identifier qui est le causateur, qui est le causativé. Il faut regarder, parce que ça dépend en fait des verbes. Certains verbes ont tendance à fonctionner plutôt avec un causateur animé, d'autres plutôt avec un causateur inanimé. Et même chose pour les causativés. Ils ont les verbes make, get, have et cause ont en quelque sorte des préférences. Quant à leur causateur et à leur causativé, certains préfèrent un causateur animé, d'autres un causateur inanimé ou un causativé inanimé ou un causativé animé. C'est ce que j'explique en détail et ce que je ne peux pas faire tout de suite, c'est ce que j'explique en détail dans le fameux chapitre 32 de mon ouvrage. Vous, il vous appartient d'identifier que vous avez affaire à une structure causative, de voir qui est le causateur, qui est le causativé, s'il renvoie un animé ou un inanimé, si cet animé est humain ou pas. Et cela vous permet en fait de justifier le choix du verbe cause par rapport au verbe make ou du verbe get par rapport au verbe cause ou make ou encore du verbe have. Tout dépend en fait d'une part du causateur et du causativé, de leur nature, animé, inanimé, humain, non humain, et aussi du type de relation qui est créé entre ce causateur et ce causativé. Tout dépend du type de pression qui est exercée. Est-ce qu'il y a pression? Est-ce que c'est une pression de type conviction? Si je dis I got her to tell me the whole story, ça laisse penser que j'ai fait preuve de conviction et que je l'ai convaincu de me raconter l'histoire. Je n'ai pas sorti une arme pour la forcer à me raconter son histoire. To get somebody to do something, c'est-à-dire que vous utilisez plutôt la parole pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose. D'accord? I made her tell me the story. Il y a eu une pression un petit peu plus grande. On ne sait pas comment elle s'est exercée, mais la pression semble un petit peu plus grande qu'avec to get. I had him repair my car. Généralement, him désigne le garagiste. C'est son métier. Donc, je lui ai fait réparer ma voiture. Ça veut simplement dire que j'ai amené ma voiture au garage et que c'est lui qui a fait l'action et pas moi. Donc, vous voyez, il y a des degrés de causation suivant, en fait, le verbe que vous utilisez. Donc, il faut bien regarder le sémantisme du verbe, suivant si vous avez get, suivant si vous avez make, suivant si vous avez cause ou have, qui est très faible du point de vue de la causation. Si vous avez le verbe cause, c'est le verbe de causation par excellence, mais par exemple, on va se rendre compte quand on regarde dans des énoncés qu'il est souvent avec un sujet qui est inanimé. C'est souvent the wind, par exemple. The wind caused the tree to fall down. Donc, c'est un causateur inanimé, qui n'est pas doué de volition, qui n'est pas doué qui n'a pas la volonté de casser les arbres, mais il en est à l'origine. Donc, vous avez des causateurs qui vont être, pour reprendre une expression qui à une époque avait été célèbre, responsables, mais pas coupables. Alors, si je dis par exemple, I caused her to fall down, on sait que c'est par inadvertance que je l'ai fait tomber. Je ne l'ai pas fait tomber volontairement. I made her fall down. Là, on ne sait pas. Je peux l'avoir fait exprès ou pas. Donc, ce sont ces petites différences qu'il faut observer parce que en français, faire faire, l'expression causative faire faire est beaucoup plus passe-partout et convient dans de nombreux cas. Là où l'anglais va effectuer un choix plus subtil suivant les nuances de sens du texte. Et c'est ce qu'on attend dans votre explication de CAPES sur les traductions de faire, que vous expliquiez les différentes nuances des verbes que vous auriez pu utiliser, pourquoi vous utilisez plutôt get que have ou que cause
suppose ou que make dans tel ou tel emploi. Donc tout cela, encore une fois, je l'explique en détail dans mon chapitre 32. Aujourd'hui, je voulais simplement vous permettre de savoir ce qu'était une structure causative. J'espère que maintenant, les choses sont bien claires pour vous et que vous ne les confondrez pas avec les structures résultatives qui, elles, peuvent se construire avec n'importe quel verbe, mais correspondent à plusieurs structures syntaxiques que je vous avais identifiées dans une précédente vidéo. Donc, je vais continuer à faire quelques vidéos ce week-end pour que vous puissiez avoir quelques réponses concernant les traductions du futur, c'est-à-dire vous m'avez demandé l'opposition entre will et be going to. Et je vais aussi faire une vidéo sur dare et sur need qui m'avait été demandée par mes propres étudiants de CAPES qui sont aussi en révision. Donc, je leur souhaite bon courage et je vous souhaite bon courage à tous pour cette dernière ligne droite avant le CAPES. Et à très bientôt pour d'autres petites vidéos qui vous permettent de faire des mises au point rapides pour être fin prêt pour la fin de semaine prochaine. À très bientôt.